Lorsque le médecin a dit que ma fille de 12 ans n'avait plus qu'une semaine à vivre, ma mère a tenu la main de ma sœur et elles ont souri, enfin. Dans seulement 7 jours, son héritage de 1,8 million de dollars sera à nous. Ma sœur a ajouté, je prendrai sa chambre pour mon fils. Elle ne savait pas que j'avais tout entendu. Ma mère a souri avant même que le médecin n'ait fini d'expliquer comment ma fille pourrait mourir. Le docteur Lina Chan n'a jamais dit qu'Ivy s'éteindrait exactement 7 jours à compter de mardi, elle a dit que si le cœur de ma fille de 12 ans continuait à s'affaiblir au même rythme et si le traitement continuait à ne produire aucun effet, il ne nous resterait peut-être qu'une semaine. Le cœur d'Ivy ne réagissait plus de manière constante au traitement qu'il avait stabilisé auparavant. Le docteur Cha a refusé de me donner une heure précise, une semaine n'était qu'un avertissement basé sur l'évolution des constantes d'Ivy, pas une heure de décès programmée. Je comprenais ces mots, mais je ne parvenais pas à les rendre réels. Ivy était réveillée quand nous sommes retournés dans sa chambre, bien que les médicaments lui alourdissent les paupières. Elle a jeté un coup d'œil au moniteur et m'a demandé s'il faisait un bruit différent parce qu'elle s'était aggravée. Je lui ai dit que les machines étaient bruyantes et j'ai bordé la couverture autour de ses épaules, même si nous savions toutes les deux que je n'avais pas répondu à sa question. 4 heures plus tard, elle a demandé de l'eau glacée. Ses lèvres étaient sèches et le double bip léger au-dessus de son lit s'était si profondément incrusté dans ma tête que le silence me semblait dangereux. J'ai emporté un gobelet en carton vide dans le couloir et me suis dirigé vers le salon des familles. Ma mère et ma jeune sœur se tenaient au coin, près de la salle de consultation. Judith tenait la main de Stéphanie entre les siennes. Pendant une seconde insensée, j'ai cru qu'elles se réconfortaient mutuellement. Puis ma mère a souri, enfin, a-t-elle chuchoté, dans seulement 7 jours, son héritage de 1,8 million de dollars sera à nous. Stéphanie a serré ses doigts et lui a rendu son sourire, je prendrai sa chambre pour Caleb. Il pourra loger chez Rebecca quand il commencera l'université. Elle n'aura plus besoin de garder une chambre pour Ivy une fois que la petite sera partie. La petite, c'est ainsi qu'elle l'avait appelée. Pas Ivy, pas leur petite fille ou leur nièce, et pas l'enfant qui respirait à travers un masque à moins de 6 mètres de là. Le gobelet en carton s'est écrasé dans ma main. Je voulais contourner le coin, les forcer à répéter chaque mot en me regardant en face. Je voulais que tout le monde dans ce couloir entende comment elles avaient transformé le pronostic d'un enfant en calendrier financier. Puis Stéphanie a baissé d'un ton, je suis sorti après la consultation et j'ai appelé North Coast. Ils ont dit que le dernier versement de Juniper Val était toujours programmé. Dès qu'ils recevront l'avis du décès d'Ivy, la clause subsidiaire prendra le relais. Judith a opiné de la tête, Rebecca ne sera pas en état de contester. Je n'ai pas besoin qu'elle conteste, a dit Stéphanie. J'ai juste besoin qu'elle ne s'en rende pas compte avant que la demande ne soit déjà ouverte. Ma colère a cessé de brûler, elle est devenue assez froide pour me laisser réfléchir. Elle n'attendait pas simplement une tragédie, elle préparait les papiers pour celle-ci. Je suis retourné dans la chambre d'Ivy sans l'eau. Elle a ouvert les yeux quand je me suis assise à côté d'elle et a regardé vers la porte, est-ce que grand-mère et tante Stéphanie pleuraient? Non, ai-je dit en écartant ses cheveux de son front. Elles sont allées chercher du café. C'était le premier mensonge que je faisais à ma fille depuis des années. Je l'ai fait parce que son cœur portait déjà plus qu'il ne le devait, et je ne voulais pas y déposer en plus la cupidité de ma mère. Judith et Stéphanie sont entrées dans la chambre 10 minutes plus tard avec des fleurs de la boutique de l'hôpital. Ma mère a appelé Ivy, ma chérie, à 3 reprises, bien qu'elle ait rarement utilisé ce mot lorsqu'Ivy était en bonne santé. Stéphanie a demandé si Caleb lui avait déjà dit à quel point il l'admirait. Ivy les observait avec cette expression calme et attentive qu'elle affichait chaque fois que les adultes en faisaient trop. Avant de partir, Judith a touché la barrière du lit d'Ivy, quoi qu'il arrive, ta vie pourra toujours signifier quelque chose pour la famille. Je me suis levé avant qu'Ivy ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle a besoin de se reposer. Stéphanie m'a dévisagé une demi-seconde de trop, mais elle a suivi notre mère dans le couloir. J'ai attendu que les portes de l'ascenseur se ferment, puis j'ai appelé Amos Bell. Il a répondu à la 2e sonnerie. Le vent soufflait dans le téléphone, suivi du bruit d'une pelle raclant le gravier, tout va bien à l'hôpital. Non, ai-je dit. S'il te plaît, rends-moi un service. Sa voix a changé lorsqu'il m'a dit de demander ce que je voulais, sauvegarde toutes les caméras extérieures de Juniper Val et de ma maison. Conserve les registres du portail, garde chaque bon de livraison, enveloppe de coursier et ordre de travail des entrepreneurs. Si ma mère ou Stéphanie viennent, ne leur dis pas que j'ai appelé. Après une pause, il a demandé,
est-ce que je les laisse passer par le portail de service? Seulement dans la mesure où leurs papiers le leur permettent légalement. Rien ne doit sortir. Pas une plante, pas un dossier, et pas une seule chose de la chambre d'Ivy. Qu'est-ce que je protège? J'ai regardé ma fille. Elle s'était endormie, une main repliée sur la couverture comme si elle tenait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, la preuve qu'elle est toujours là. Ma mère et ma sœur pensaient avoir 7 jours avant que quiconque puisse les arrêter. Elles se trompaient sur l'héritage, se trompaient sur la chambre et, surtout, se trompaient sur Ivy. Avant de continuer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Restez avec moi pour voir ce qu'Amos a trouvé, et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait avoir à gagner sa protection auprès de personnes qui se durent sa famille. Après avoir raccroché, j'ai contacté Priya Dessay, l'avocate spécialisée en fiducie qui m'avait aidé à comprendre l'avenant de Béatrice Mercé après sa mort en janvier. Je lui ai raconté uniquement ce que j'avais entendu. Je ne lui ai pas dit que Stéphanie avait falsifié quoi que ce soit parce que je n'en avais pas la preuve. Je n'ai pas expliqué notre histoire familiale. J'ai répété les mots exacts, l'endroit précis et le fait que Stéphanie affirmait avoir déjà contacté North Coast Fiduciary. Priya n'a pas sursauté et n'a pas promis de vengeance, ne les affronte pas. N'ouvre, ne déplace et ne modifie rien de ce qui est lié à Juniper-Val. Laisse Amos préserver tout ce qui arrive, et laisse-moi contacter North Coast. Peuvent-elles vraiment s'emparer de l'héritage si elle meurt cette semaine? Uniquement si Ivy meurt avant la date de détermination inscrite dans la fiducie, a dit Priya. Cette date n'est pas mardi prochain. C'est le 25 avril à 17h, heure de l'Est. J'ai regardé le calendrier de l'hôpital. Nous étions le 14 avril. C'est dans 11 jours. Oui. Si Ivy est en vie à ce moment précis, le paiement final va dans sa sous-fiducie protégée. Peu importe que la banque termine le traitement plus tard. Si elle meurt avant cette date, Judith et Stéphanie deviennent les bénéficiaires subsidiaires, à parts égales. Elle traite donc l'estimation du docteur Chat comme un raccourci. C'est possible, a dit Priya. But vouloir qu'une condition se réalise et déposer une réclamation affirmant qu'elle s'est déjà réalisée sont deux choses très différentes. Laisse-moi découvrir à laquelle de ces situations nous avons affaire. J'ai tapé un compte rendu de la conversation du couloir depuis le fauteuil à côté d'Ivy, m'arrêtant chaque fois qu'elle bougeait. Quand j'ai eu fini, Priya m'a dit qu'elle informerait le fiduciaire qu'Ivy était vivante et hospitalisée, puis demanderait la préservation de chaque appel, message et réclamation liés à son nom. Judith m'a envoyé un SMS avant minuit, ta sœur et moi essayons seulement de nous préparer. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. J'ai posé mon téléphone face contre table. Leur définition de la préparation incluait déjà l'argent et la chambre de ma fille. Je n'étais plus disposé à imaginer ce qu'elle pouvait contenir d'autre. Ivy s'est réveillée brièvement et a demandé l'eau que j'avais oubliée. J'ai rempli un nouveau gobelet, l'ai aidé à boire 2 petites gorgées et me suis excusé. Elle m'a adressé un sourire fatigué, « Tu reviens toujours », a-t-elle murmuré. Ces mots m'ont presque brisé, car c'était la promesse sous-jacente à tout ce qui nous liait. J'étais revenu après chaque scanner, chaque trajet en ambulance et chaque cauchemar où une autre famille avait décidé de ne pas la garder. Je reviendrai maintenant, même s'il me fallait passer à travers ma propre famille pour y parvenir. À 8h17 le lendemain matin, Amos a appelé, j'ai signé pour une enveloppe envoyée en express par North Coast, a-t-il dit. Je ne l'ai pas ouverte. À qui est-elle adressée? Juniper-Val Nursery, à l'attention du traitement des bénéficiaires subsidiaires. Un frisson m'a traversé. Que dit le bordereau de livraison? Un bruit de papier a résonné de son côté lorsqu'il a répondu, sa voix ayant perdu toute chaleur, vérification du décès du bénéficiaire, Ivy Whittaker. Je me suis tourné vers le lit. Ivy respirait encore sous la pâle lumière du matin, tandis que quelque part au dehors, quelqu'un l'avait déjà déclarée morte. Amos m'a envoyé une photo de l'enveloppe non ouverte pendant que j'étais assise au chevet d'Ivy. L'étiquette du coursier affichait l'adresse de Juniper-Val, le numéro de suivi et les mots vérification du décès du bénéficiaire sous le nom de ma fille. Amos l'avait posé sur le bureau en chêne usé dans l'ancien bureau de Béatrice Mercé, la même où elle triait ses factures de semences avec un crayon piqué dans ses cheveux argentés. La vue de ce bureau m'a ramené 6 ans en arrière, le premier après-midi où nous avions amené Ivy à Juniper-Val. Elle avait 6 ans et gardait encore son manteau à l'intérieur chaque fois que nous visitions un endroit nouveau.
Peu importait que la serre soit assez chaude pour embuer les vitres, garder son manteau signifiait qu'elle pouvait repartir rapidement si un adulte changeait d'avis à son sujet. Thomas et moi avions choisi d'accueillir un enfant plus âgé parce que nous savions à quel point les enfants ayant dépassé l'âge de la petite enfance étaient délaissés. Nous n'avons jamais dit à Ivy qu'elle avait de la chance. Nous ne lui avons jamais demandé de nous appeler maman ou papa. Nous lui avons donné une chambre, l'avons inscrite à l'école et avons attendu que la confiance devienne quelque chose qu'elle puisse ressentir plutôt qu'une promesse d'adulte. Pendant des mois, elle a gardé un petit sac de voyage sous son lit. Chaque t-shirt y était plié. Le soir, lorsqu'elle voulait scotcher un dessin au mur, elle demandait si la peinture appartenait à la maison ou à nous. Thomas lui avait dit que le mur appartenait à la personne qui dormait à côté, mais elle n'utilisait quand même qu'un seul morceau de scotch. Béatrice avait remarqué ces détails sans forcer Ivy à s'expliquer. Lors de cette première visite à Juniper-Val, elle ne lui a pas demandé si elle s'y connaissait en plantes. Elle lui a tendu une paire de gants à sa taille et a désigné une table de pique-nique derrière la serre de multiplication. Personne n'a besoin de prouver qu'il fait partie de la maison avant d'avoir à manger, a-t-elle dit. Tu pourras aider après le déjeuner si tu en as envie. Ivy a gardé son manteau pendant la moitié de son sandwich, puis elle l'a enlevé et l'a plié à côté d'elle. C'était tout à fait Béatrice. Elle était la tante de ma mère, de 22 ans l'aînée de Judith, et plus difficile à impressionner que quiconque. Elle n'était pas devenue indulgente avec Ivy, elle la reprenait quand elle tirait trop fort sur une étiquette ou s'approchait trop près d'une nouvelle greffe. Ce qu'elle offrait à ma fille valait mieux que de la complaisance, elle lui parlait directement, comme si une enfant de 6 ans méritait la vérité sans qu'on la fasse se sentir toute petite. Ivy adorait la pépinière parce que rien là-bas n'était censé rester figé. Un jour, elle a regardé Amos tailler un jeune amélanchier et lui a demandé pourquoi on coupait quelque chose qu'on voulait garder en vie. Pour l'aider à porter son propre poids, avait répondu Béatrice. Ivy y a pensé pendant une semaine entière. En grandissant, elle se souvenait des noms des travailleurs saisonniers et savait lequel avait une fille qui étudiait les soins infirmiers. Elle savait qu'Amos prenait son café sans sucre. Elle posait des questions sur les systèmes racinaires, pas sur les prix. Lorsque des donateurs ou des acheteurs visitaient la propriété, elle se dirigeait vers les tables d'empotage plutôt que vers les spécimens rares que Béatrice exposait aux visiteurs. Béatrice avait choisi Ivy comme bénéficiaire principale du dernier paiement de Juniper-Val en raison de ce lien, mais pas parce qu'Ivy avait cherché à se faire bien voir. Elle avait déjà traité Ivy comme un membre de sa famille bien avant que l'avenant n'existe. Son avenant de 2023 transférait ce paiement à Ivy mais ne réécrivait pas chaque branche de la fiducie que Béatrice avait créée en 2018. La clause de rechange pour les membres plus âgés de la famille restait en place si Ivy mourait avant la date de détermination, c'est pourquoi Judith et Stéphanie se trouvaient les suivantes sur la liste. Priam a expliqué plus tard que Béatrice m'avait délibérément exclu de cette clause de rechange afin que personne ne puisse prétendre que je profitais de la perte de ma fille. Béatrice savait que ma mère et Stéphanie étaient jalouses de son choix. Elle avait confondu la jalousie avec quelque chose de moins dangereux qu'une menace réelle, ma mère et Stéphanie n'avaient jamais compris la différence. Elle prétendait que Béatrice avait été influencée par moi. Stéphanie s'était plainte une fois qu'aucun enfant de 12 ans ne pouvait gérer 1,8 million de dollars, comme si Béatrice avait prévu de remettre à Ivy un chèque et des clés de voiture. Judith avait dit que Caleb était celui qui porterait le nom de famille. Elle l'avait dit pendant le dernier dîner de Thanksgiving de Béatrice, alors qu'Ivy était assise assez près pour entendre chaque mot. Caleb avait baissé les yeux vers son assiette. Quelques minutes plus tard, il avait demandé à Stéphanie si le dépôt pour Brackenridge State était dû avant la remise des diplômes. Sa mère avait souri trop vite, ton compte d'investissement est en cours de transfert vers une nouvelle plateforme. Tout est sous contrôle. Judith a immédiatement interrogé Béatrice sur la compote de canneberge. La conversation avait changé si brusquement que je l'avais remarqué, mais je n'en avais pas compris la raison à l'époque. J'avais supposé que Stéphanie était gênée de parler d'argent devant nous. Thomas est mort 4 ans après l'adoption d'Ivy, en novembre 2024. Une rupture d'anévrisme cérébral l'a emporté avant que l'un de nous n'ait le temps de réaliser qu'une matinée ordinaire était devenue la dernière. Ivy a remis ses vêtements dans son sac de voyage ce soir-là. Elle ne m'a pas dit qu'elle comptait partir, elle a simplement placé le sac sous son lit et a commencé à me demander si je pouvais assumer la maison seule, si son école était trop loin de mon travail et si l'on pouvait rendre un enfant après une adoption si l'un des parents mourait. J'ai gardé sa chambre exactement en l'état. Je l'ai gardée dans la même école et j'ai continué nos soirées nouilles du vendredi, même si ni l'une ni l'autre ne pouvait manger grand-chose.
La stabilité ne guérissait pas le chagrin, mais elle lui offrait un endroit sûr où se poser. Notre maison se trouvait sur une parcelle séparée à côté de Juniper-Val, assez proche pour partager l'ancien chemin de service, mais légalement divisée de la pépinière. C'est pourquoi Amos pouvait surveiller le portail de la pépinière et rejoindre notre maison en quelques minutes en cas de problème. Béatrice était devenue un pilier de cette stabilité. Thomas avait autrefois aidé à reconcevoir le système d'irrigation de Juniper-Val, si bien qu'après sa mort, Ivy a continué à rendre visite à Amos et Béatrice sans avoir l'impression d'empiéter sur mon côté de la famille. Elle pouvait poser des questions difficiles à Béatrice parce que Béatrice ne répondait jamais avec pitié. Lorsque Béatrice a vendu la majeure partie de Juniper-Val en octobre 2025, elle a choisi un groupe de conservation des plantes indigènes plutôt que le plus offrant. La vente était payable par étapes, le dernier versement de 1,8 million de dollars ne serait libéré que le 25 avril 2026, après que l'acheteur aurait confirmé l'inspection environnementale, l'inventaire des plantes, les registres d'hybridation et les pieds-mères protégés figurant dans l'accord. Jusqu'à cette date, ces actifs conservés devaient rester exactement là où ils se trouvaient. Les plantes mères, l'équipement sélectionné et les registres des variétés brevetées appartenaient à la fiducie pendant la période de transition. La plupart passeraient à l'acheteur par la suite. Rien de tout cela n'appartenait à Stéphanie. Amos avait été nommé gardien du site parce qu'il connaissait chaque serrure de serre, chaque expédition et chaque fiche d'inventaire. C'est pourquoi le courrier officiel de la fiducie était toujours envoyé à l'adresse d'exploitation enregistrée de Juniper-Val. C'était aussi la raison pour laquelle la personne qui avait déclaré le décès d'Ivy avait voulu que l'enveloppe soit envoyée là-bas. Elle pensait qu'un jardinier signerait le reçu et la poserait sur une pile de courrier. Priya a appelé alors que je regardais encore la photo d'Amos. Elle s'était entretenue avec Hélène Carvey, la responsable principale des fiducies chez North Coast, dit à Amos de ne rien ouvrir, a-t-elle dit. Il doit photographier l'enveloppe à l'endroit où elle a été reçue, conserver le bordereau du coursier et la garder en sécurité. Il l'a déjà fait. Parfait. Hélène a confirmé que l'enveloppe avait été émise après un appel de notification de décès hier. J'ai regardé Ivy. Elle dormait, le visage pâle contre l'oreiller. Est-ce que cela signifie que quelqu'un peut prendre l'argent? Non. Si Ivy est vivante à 17h le 25 avril, North Coast verse le paiement dans la sous-fiducie protégée que Béatrice a créée pour son avenir. Judith et Stéphanie ne reçoivent rien. Cette structure ressemblait bien à Béatrice. Elle n'avait pas offert un prix à Ivy, elle avait construit une barrière autour d'un avenir qu'un enfant ne devrait pas avoir à défendre seul. Priya a poursuivi en expliquant que les actifs conservés de la pépinière devaient également rester intacts jusqu'à la clôture. Déplacer les pieds-mères ou les dossiers pouvait compromettre la vente elle-même. Donc l'enveloppe fait partie d'une réclamation? C'est une demande de vérification. North Coast exige toujours une preuve certifiée et un examen approfondi. L'appel n'a rien transféré. Il a simplement créé un dossier. J'ai demandé si Hélène savait qui avait appelé. Il y a eu un court silence avant que Priya ne réponde, North Coast conserve les données des appels entrants. La notification provenait du numéro de bureau principal de l'entreprise de conseil universitaire de Stéphanie. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Priya a ajouté, l'appelant a également demandé que le dossier de bénéficiaires successifs soit envoyé à Juniper-Val au lieu de ton domicile. Stéphanie n'avait pas choisi la pépinière par hasard. Elle l'avait choisi parce qu'elle pensait qu'Amos n'y verrait qu'une enveloppe et non une preuve. Le fait que l'appel provienne du bureau de Stéphanie aurait dû me choquer, au lieu de cela s'est imbriqué naturellement avec tout ce que j'avais entendu dans le couloir de l'hôpital. Ma sœur n'avait pas mal interprété un document juridique ni appelé North Coast pour poser une question innocente. Quelqu'un utilisant le numéro principal de son entreprise avait déclaré morte ma fille bien vivante. Priya m'a demandé de ne pas contacter Stéphanie. North Coast conservait l'enregistrement de l'appel, mais Hélène Carvey ne pouvait pas libérer l'enregistrement complet avant que l'équipe des fraudes de la fiducie n'ait terminé son enquête initiale. Elle peut confirmer ce que l'appelant a dit, m'a dit Priya. Ivy a été déclarée décédée hier matin. L'appelant a demandé le dossier de bénéficiaires successifs et a exigé qu'il soit envoyé à Juniper-Val. J'ai regardé l'horloge au-dessus du lit d'Ivy. Hier matin, ma fille avait été assez éveillée pour se plaindre que la gélatine de l'hôpital avait le bout d'une enveloppe mouillée. Que se passe-t-il maintenant? La notification a ouvert un dossier de réclamation et suspendu l'examen de la distribution finale. Elle n'a pas changé le bénéficiaire.
Judith et Stéphanie ne peuvent rien recevoir sans certificat de décès, vérification d'identité et approbation selon les termes de la fiducie. Donc elles ont échoué. Elles ont créé un dossier, a rectifié doucement Priya. Cela pourrait s'avérer plus important que le succès ou l'échec de leur première tentative. North Coast avait besoin d'une confirmation qu'Ivy était vivante, mais Priya s'est montrée prudente quant à la manière de la fournir. Elle n'a pas envoyé de dossiers médicaux ni de détails sur l'état d'Ivy. Avec mon autorisation écrite, le cabinet du Dr Shah a fourni une attestation limitée confirmant qu'Ivy Whittaker était vivante et actuellement hospitalisée sous ma garde en tant que parent légal. En début d'après-midi, Hélène a marqué la réclamation comme contestée et potentiellement frauduleuse. Les 1,8 million de dollars restaient sécurisés. Aucun changement de bénéficiaire ne serait traité tant que North Coast examinait l'appel, la demande de coursier et tout document soumis sous le nom d'Ivy. L'argent était en sécurité pour le moment. Pas Ivy. Sa tension artérielle avait chuté 2 fois ce matin-là. Le docteur Shah a ajusté un médicament et ordonné un autre examen. J'étais assise à côté du lit pendant qu'une infirmière vérifiait la perfusion dans le bras d'Ivy, essayant d'empêcher mes yeux de dériver constamment vers le moniteur. « Tu as l'air en colère », a dit Ivy après le départ de l'infirmière. « Je suis inquiète. » « C'est ton visage inquiet avec des sourcils en plus. » Sa voix était faible, mais la plaisanterie lui appartenait. J'ai touché sa joue et lui ai dit qu'elle était observatrice. Je ne lui ai pas dit que sa tante l'avait déclarée morte alors qu'elle se moquait encore de moi. Judith et Stéphanie sont arrivées peu après 15 heures. Ma mère portait un cahier bleu pâle entouré d'un ruban. Stéphanie apportait un sachet en papier de la boulangerie préférée d'Ivy, bien qu'Ivy n'ait pas eu le droit d'avaler de nourriture solide depuis la veille au soir. Judith a posé le cahier sur la table de chevet. Des lettres d'or sur la couverture proclamaient « Mes souhaits et souvenirs ». J'ai pensé que cela t'aiderait à noter tout ce qui est important, a-t-elle dit. Les choses dont tu veux que les gens se souviennent, des cadeaux spéciaux, des messages pour la famille. J'ai écarté le cahier de la main d'Ivy. Elle n'est pas en train de rédiger un testament. Ce ne sont pas des documents juridiques, a répondu Judith d'un ton patient, comme si j'étais celle qui rendait l'atmosphère pesante. Il s'agit de lui apporter la paix. Stéphanie a ouvert le sachet de boulangerie et a laissé l'odeur de cannelle envahir la pièce où Ivy ne pouvait pas manger. Caleb chérirait tout ce que tu voudrais lui laisser. Il a toujours tenu à toi. Ivy a jeté un regard vers le sachet, puis vers sa tante. Pourquoi tout le monde parle toujours de Caleb? Le sourire de Stéphanie s'est crispé, parce que la famille pense à ceux qui continuent après nous. Continuer quoi? Les opportunités que nous n'avons pas l'occasion d'utiliser, a dit Judith. Je me suis levé et j'ai pris le cahier. Cette visite est terminée. Ma mère a paru offensée. Nous sommes venus pour la réconforter. Vous avez apporté un livre pour ses dernières volontés moins de 24 heures après que son médecin m'a donné une estimation de temps. Vous ne lui parlerez plus d'argent, des faits personnels, de sa chambre, de Caleb ou de ce qui se passera si elle meurt. Stéphanie a croisé les bras, tu transformes un geste affectueux en quelque chose de sordide. J'ai ouvert la porte et l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle sorte. Judith s'est arrêtée près de moi, baissant la voix pour qu'Ivy n'entende pas, tu ne peux pas la protéger de la réalité. Non, mais je peux la protéger des gens qui essaient de s'en servir. Le visage de ma mère s'est durci. Elle a suivi Stéphanie dans le couloir sans dire au revoir à Ivy. Après la fermeture de la porte, j'ai jeté le sachet de brioche et rangé le cahier dans un placard. Ivy m'a observé jusqu'à ce que je revienne m'asseoir près d'elle. Tante Stéphanie ne vient que lorsqu'elle veut parler de Caleb, a-t-elle dit. Est-ce qu'il a des ennuis? Je ne pouvais pas lui parler de la fausse déclaration de décès, mais je ne voulais plus mentir. Des adultes essaient de prendre des décisions concernant de l'argent qui appartient à ton avenir. Tu n'as pas à résoudre cela. Tu n'as rien à promettre à personne pendant que tu es malade. Ivy a tripoté le bord de sa couverture. Si je dois vraiment mourir, je ne veux pas que Caleb soit puni parce que sa mère a un rapport bizarre avec l'argent. La douceur de ses mots me fit plus de mal que de la colère. Même maintenant, elle essayait de rendre sa disparition utile. J'ai pris sa main en évitant le capteur sur son doigt, si ce jour doit venir, nous déciderons avec amour. Mais tu es vivante. Personne ne va diviser ton avenir pendant que tu te bats encore pour lui. Et si je veux l'aider? Alors ce doit être ton choix. Fait quand personne n'est debout à côté de ton lit d'hôpital à attendre une réponse. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés fixés sur nos mains unies.
Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai été égoïste. Tu as 12 ans et tu te bats pour rester en vie. Préserver ton propre avenir n'est pas égoïste. Une infirmière est entrée pour prendre la tension d'Ivy. Pendant qu'elle travaillait, j'ai demandé à parler en privé à l'infirmière en chef. Je lui ai expliqué que Judith et Stéphanie avaient fait pression sur Ivy pour parler d'argent et de dernière volonté alors qu'elle était dans un état critique. L'hôpital n'avait pas besoin de détails sur la fiducie, il avait seulement besoin de savoir que 2 visiteuses exerçaient une pression financière sur une patiente mineure. Judith et Stéphanie ont été retirées de la liste des visiteurs libres. Elles ne pouvaient plus entrer dans la chambre d'Ivy sans ma présence et sans l'accord du bureau des infirmières. Quand je suis revenu, Ivy s'était endormie. Je me suis assise à ses côtés, me demandant combien de fois j'avais confondu l'accès à nos vies avec de l'amour. J'avais laissé ma mère et ma sœur entrer dans notre quotidien parce que je croyais que même des parents imparfaits donnaient des racines à Ivy. Au lieu de cela, je l'avais forcée à rester silencieuse pendant qu'elle mesurait si elle méritait le même espace que Caleb. Mon téléphone a vibré vers le coucher du soleil. Amos m'avait envoyé 2 ordres de travail numérisés ainsi que les échanges de mes correspondants. 2 semaines plus tôt, après que j'avais annoncé à la famille que le traitement actuel d'Ivy perdait de son efficacité, Stéphanie avait contacté une entreprise de transport de pépinières spécialisée dans les grands arbres. Personne ne parlait en termes de jours à l'époque, elle avait simplement demandé un devis et leur date de disponibilité les plus proches, ce qui prouvait une préparation mais pas encore un plan finalisé. L'ordre confirmé, lui, était différent. Le 14 avril à 17h42, moins d'1 heure après que le docteur Chat nous avait annoncé le pronostic de 7 jours, Stéphanie avait réservé une équipe de transport pour le matin du 21 avril. La description indiquait « Vérification de l'inventaire conservé de la pépinière après la transition du bénéficiaire ». Le second ordre de travail provenait d'une entreprise de déménagement résidentiel. Stéphanie avait demandé un devis 2 semaines auparavant pour vider une chambre et stocker des cartons. Le 14 avril à 17h49, elle avait confirmé la même date. Sous la description du travail, elle avait écrit « Vider la chambre d'Ivy pour Caleb Rowe avant le trimestre d'été près de l'université de Brackenridge ». Caleb avait 17 ans. Il n'avait jamais demandé à habiter chez moi et il ignorait que sa mère lui avait attribué la chambre de ma fille. J'ai de nouveau regardé les horodatages. Le projet n'avait pas débuté quand Judith avait souri dans le couloir. C'était simplement le premier moment où je l'avais vue. Elle n'attendait qu'un prétexte pour cliquer sur envoyer. Les ordres de travail confirmés restaient ouverts sur l'écran de mon téléphone pendant que la tension d'Ivy chutait pour la seconde fois de la nuit. Stéphanie avait réservé ces 2 équipes dans l'heure qui avait suivi l'annonce que ma fille n'avait peut-être plus que 7 jours à vivre. Elle n'avait pas avant un second avis médical, un changement de traitement, ni même que la nuit tombe pour attribuer la chambre d'Ivy et les biens de Béatrice à d'autres personnes. Je voulais l'appeler pour la forcer à m'expliquer chaque ligne. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone face contre table. Quand les infirmières sont entrées, l'une d'elles a ajusté le médicament qui soutenait le cœur d'Ivy tandis qu'une autre vérifiait la voie d'accès dans son cou. Le moniteur est passé de son double bip familier à un avertissement plus aigu qui m'a serré l'estomac. Le docteur Chat est arrivé peu après minuit. Elle a étudié le dernier scanner et les analyses de sang avant d'approcher une chaise de la mienne. Les médicaments soutiennent toujours sa circulation, a-t-elle dit, mais ils ne modifient pas le processus qui attaque son cœur. Sa fonction cardiaque a encore diminué. Qu'est-ce que cela signifie? Un spécialiste en immunologie nous a rejoints tôt le lendemain matin. Ils n'ont pas présenté le traitement comme un remède miracle qui attendait sagement derrière la porte d'à côté. Le médicament était une thérapie immunomodulatrice disposant de peu de données chez l'adulte et de seulement quelques cas pédiatriques impliquant des pathologies sous-jacentes différentes. Ivy présentait un profil de biomarqueur qui laissait penser aux médecins qu'il pourrait interrompre l'inflammation endommageant son cœur, mais personne ne pouvait prédire si son organisme réagirait. Le docteur Chat a expliqué que le fabricant avait accepté sur le principe de libérer une dose stockée dans un centre de traitement régional. L'hôpital devait encore demander une autorisation d'urgence pour patients uniques auprès de la FDA, obtenir un consentement éclairé complet, en informer le comité d'éthique institutionnelle, IRB, et organiser le transport. Même si toutes les approbations arrivaient, le médicament n'atteindrait pas Ivy avant 24 à 36 heures. Que se passe-t-il si nous ne faisons rien, ai-je demandé. Le docteur Chat n'a pas adouci sa réponse, nous continuons le soutien actuel, mais au vu de l'évolution de ces chiffres, je ne m'attends pas à ce qu'il inverse la tendance. Et si le nouveau médicament aggrave les choses? Elle pourrait faire une grave réaction à la perfusion.
Cela pourrait augmenter son risque d'infection ou endommager son foie. Nous surveillerions cela de près, mais je ne peux pas promettre que nous pourrions inverser toutes les complications. Essayez-vous de la guérir ou de gagner du temps? À ce stade, notre premier objectif est d'arrêter l'attaque immunitaire assez longtemps pour que son cœur retrouve une certaine fonction. Cela permettra peut-être de gagner du temps. Quant à savoir si cela débouchera sur une guérison, nous l'ignorons. J'avais passé la journée précédente à voir avec quelle rapidité ma famille pouvait transformer l'incertitude en appropriation. Je refusais de faire la même chose en sens inverse. Je n'allais pas qualifier une possibilité de miracle simplement parce que j'en avais besoin. J'ai demandé au docteur Shah d'expliquer le traitement à Ivy avec des mots qu'elle puisse comprendre. Ma fille avait 12 ans, elle avait peur et était épuisée, mais le choix concernait ce que son corps allait devoir endurer. Je voulais que sa voix soit prise en compte sans pour autant la rendre responsable de mon propre réconfort. Quand Ivy s'est réveillée, le docteur Shah lui a dit que le médicament pourrait ralentir la partie de son système immunitaire qui blessait son cœur. Elle lui a aussi expliqué qu'elle pourrait se sentir plus mal avant que l'on sache si cela l'aidait. Plus mal comme vomir, a demandé Ivy. C'est possible. Tu pourrais avoir de la fièvre, des frissons, des douleurs ou des difficultés à respirer pendant la perfusion. Est-ce que je pourrais en mourir? Le docteur Shah a marqué un temps d'arrêt avant de répondre, il y a un risque sérieux. Il y a aussi un risque sérieux si nous continuons exactement comme nous le faisons actuellement. Ivy m'a regardé, qu'est-ce que tu veux, toi? Je te veux ici, ai-je dit. But te vouloir ici ne me donne pas le droit de prétendre que c'est facile. Et si j'essaie et que ça ne marche pas? Alors cela ne signifiera pas que tu as échoué. Ses yeux se sont remplis de larmes. Bien qu'elle ait scié pour les empêcher de couler, serais-tu déçu que j'ai rendu tout plus difficile pour rien? Cette question a balayé tous les appels juridiques et ordres de travail qui attendaient sur mon téléphone. Ivy pensait encore comme la fillette de 6 ans qui gardait ses vêtements pliés parce qu'elle croyait que l'affection devait produire un résultat. Je me suis penché plus près d'elle, t'aimer n'est pas un contrat. Tu ne me dois pas un résultat pour que je reste à tes côtés. Elle a tourné son visage vers la fenêtre. La pluie traçait de minces filets d'eau sur la vitre, et pendant un moment, les seuls bruits furent le moniteur et le léger souffle de l'oxygène. Béatrice a gardé ce petit arbre après que tout le monde a dit qu'il était mort, a murmuré Ivy. Je me souvenais de l'érable japonais situé derrière la serre de multiplication. Un printemps, ses branches étaient restées nues bien après que les autres s'étaient ouvertes. Un acheteur avait dit à Béatrice de le retirer avant une visite parce qu'il donnait un aspect négligé à la pépinière. Béatrice avait gratté une minuscule section d'écorce près de la base et avait trouvé des tissus verts en dessous. Elle avait dit à Ivy que l'espoir ne consistait pas à prétendre qu'un arbre malade était en bonne santé, mais à vérifier si les racines étaient encore vivantes avant de décider qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ivy a de nouveau regardé le docteur Shah, s'il y a encore une racine, je veux qu'il vérifie. Sa voix tremblait. Elle n'était pas intrépide, et elle n'avait pas besoin de l'être. Elle a choisi le traitement tout en ayant peur. Le jour suivant s'est déroulé par bribes rythmées par les autorisations. Le fabricant a confirmé la libération de la dose. Le médecin de la FDA a autorisé l'usage d'urgence via la procédure d'urgence de l'hôpital. Le docteur Shah a passé en revue le formulaire de consentement avec moi ligne par ligne, et l'hôpital a documenté sa notification obligatoire au comité d'éthique. Un coursier médical a apporté la dose depuis le centre régional tard dans la soirée du 17 avril. Pendant que nous attendions, Priya a appelé pour me donner des nouvelles de North Coast. Judith et Stéphanie avaient déposé une demande officielle de versement en tant que bénéficiaires subsidiaires à la suite de leur premier appel téléphonique. Elles l'ont signé toutes les deux, a dit Priya. Quelle signature ont-elles utilisée pour moi? Elles n'ont pas utilisé la tienne. Elles ont signé de leur propre nom. Le document déclarait qu'elles avaient été informées de sources sur du décès d'Ivy Whittaker et qu'elles étaient en droit d'ouvrir la procédure de bénéficiaire subsidiaire. Elles ont rempli les formulaires par le biais d'un notaire en ligne à distance de Pennsylvanie. La plateforme a conservé leur vérification d'identité, leurs eurodatages et la vidéo de la session notariale. Elles ont juré qu'elle était morte. Sous peine de parjure, a dit Priya. Elles ont créé ces preuves elles-mêmes. J'ai regardé Ivy à travers la porte vitrée pendant que l'équipe de pharmacie préparait la perfusion. Ma mère et ma sœur avaient cru que le fait d'éviter ma signature les protégeait, au lieu de cela, elles avaient attaché leur propre nom, visage, appareil et voix à une déclaration qu'elles savaient fausse. J'ai dit à Priya de tout conserver et j'ai raccroché avant qu'Ivy ne voie la colère sur mon visage.
La perfusion a commencé peu après 18 heures. Dès la première heure, Ivy a développé de la fièvre. Ses dents claquées sous des couvertures chauffantes et des plaques rouges et irritées sont apparues le long de son cou. Les infirmières ont ralenti le débit du médicament pendant que le docteur Chat traitait la réaction et surveillait sa respiration. J'ai tenu la main d'Ivy alors qu'elle murmurait qu'elle détestait ce médicament. Je sais, ai-je dit. Tu as le droit de le détester. Rien ne s'est amélioré cette nuit-là. Les constantes de son cœur ne sont pas remontées. La fièvre a persisté, et le nouveau traitement ressemblait moins à de l'espoir qu'à une souffrance supplémentaire. Vers l'aube, Amos a appelé. Je me suis éloigné juste assez pour me tenir derrière la paroi vitrée à l'extérieur de la chambre d'Ivy, d'où je pouvais encore voir son lit. Un homme nommé Graham Pike s'est fait contacter par son évaluateur, a dit Amos. Ils veulent avoir accès à Juniper Val pour inspecter l'équipement, les pieds-mères et l'inventaire conservé. Est-ce que Graham est lié à North Coast ou à l'acheteur? Pas d'après les dossiers que j'ai. L'évaluateur a dit que Graham est un prêteur privé. Stéphanie lui a affirmé qu'elle était sur le point de prendre le contrôle de ses actifs. J'ai fixé Ivy à travers la vitre. Ma sœur n'avait pas seulement planifié sa vie autour de la mort de ma fille, elle avait déjà proposé à quelqu'un un avenir qui ne lui avait jamais appartenu. L'appel de l'évaluateur a donné à Amos une raison supplémentaire de traiter chaque objet à Juniper Val comme une preuve plutôt que comme des biens en attente d'être déplacés. Il a photographié l'enveloppe expédiée en express exactement à l'endroit où le coursier la lui avait remise, a enregistré le numéro de suivi et l'heure de livraison, puis l'a placé à l'intérieur de l'armoire d'inventaire verrouillée dans le bureau de Béatrice. Le registre d'accès indiquait son nom, l'heure et la raison pour laquelle l'armoire d'inventaire avait été ouverte. Juniper Val restait l'adresse administrative enregistrée de la fiducie car la vente n'était pas encore finalisée. North Coast n'avait pas envoyé l'enveloppe là-bas parce que l'appelant avait le choix de l'adresse de destination, l'adresse faisait déjà partie du dossier de clôturé, à seulement 10 jours de l'échéance, le fiduciaire avait utilisé la livraison express. Amos était autorisé à accepter le courrier opérationnel de la propriété, il n'était pas autorisé à ouvrir des documents concernant un bénéficiaire, et il a scrupuleusement respecté cette limite. Priya a organisé un appel vidéo avec Amos et Hélène Carvey de North Coast. Je m'y suis jointe depuis la petite salle de consultation familiale située à côté de l'unité d'Ivy, gardant la porte vitrée ouverte afin de voir quiconque entrait dans sa chambre. Amos a positionné son téléphone au-dessus du bureau. Hélène a vérifié le numéro de suivi, l'état de l'enveloppe et le sceau avant de lui donner l'instruction de l'ouvrir devant la caméra. À l'intérieur se trouvait une demande officielle de preuves supplémentaires de décès, les documents d'identité des bénéficiaires subsidiaires et les instructions pour compléter l'évaluation de succession. La lettre d'accompagnement stipulait que North Coast avait ouvert le dossier après avoir reçu l'avis que la bénéficiaire Ivy Whittaker était décédée. Voir ces mots imprimés sur le papier à en tête de la fiducie m'a fait un effet d'un genre différent de celui de les entendre au téléphone. Une personne inconnue au sein d'une institution financière avait tapé le nom de ma fille à côté du mot « décédée » parce que ma mère et ma sœur l'avaient délibérément décrété. Le dossier n'avait pas transféré l'héritage, il n'avait pas fait de Judith ou de Stéphanie les propriétaires de Juniper Val. C'était seulement une demande de vérification, mais cela prouvait que leur conversation dans le couloir de l'hôpital était déjà devenue une réclamation officielle. Hélène a demandé à Amos de présenter chaque page devant la caméra pendant qu'elle confirmait le nombre de documents. L'étiquette de retour renvoyait le dossier rempli vers le centre de traitement sécurisé de North Coast. Une note précisait que l'appelant d'origine avait expressément demandé la livraison à Juniper Val car la famille gérait les dernières formalités depuis la propriété. Elles vous ont dit qu'elle se trouvait à la pépinière, ai-je demandé. Hélène a hoché la tête, elles ont présenté Juniper Val comme l'adresse administrative familiale appropriée. Notre système exigeait tout de même une preuve certifiée avant toute décision. Priya a dit à Amos de replacer les pages dans l'enveloppe et de tout sécuriser dans la même armoire. North Coast enverrait un coursier assermenté pour la récupérer dans le cadre de l'enquête pour fraude. Moins d'une heure plus tard, Stéphanie l'a appelé. Amos n'a pas enregistré la conversation, il a rédigé un compte rendu détaillé desquels c'est terminé, en notant l'heure, la durée et les phrases exactes dont il se souvenait. Il l'a lu à Priya avant d'envoyer une copie signée. Stéphanie a commencé par dire qu'un courrier familial privé avait été livré par erreur à Juniper Val. Elle a demandé à Amos de le déposer dans le tiroir de l'ancien bureau de Judith en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Amos a demandé le nom de l'expéditeur et le numéro de suivi. Stéphanie lui a donné le nom de North Coast et les 6 derniers chiffres de l'étiquette de livraison.
Le système automatisé de North Coast avait envoyé ce numéro de suivi à l'adresse email utilisée lors de l'ouverture de la réclamation. Sa connaissance de ce numéro la liait directement à la demande et prouvait qu'elle attendait l'enveloppe. Amos lui a dit que le document avait déjà été placé sous la garde de l'administrateur de la fiducie. Ce n'était pas tout à fait terminé sur le plan matériel, mais Hélène avait pris le contrôle des pièces et lui avait ordonné de les préserver. La voix de Stéphanie a changé. Elle lui a dit qu'il travaillait pour la famille Mercé depuis trop longtemps pour oublier qu'il avait payé. Elle a ajouté que Juniper Val reviendrait bientôt sous le contrôle de la famille et que les employés qui se montraient difficiles pendant une transition conservaient rarement leur poste. Amos a répondu que c'était la fiducie de Béatrice, et non Stéphanie, qu'il employait actuellement comme gardien du site. Stéphanie a dit, « Tu devrais bien réfléchir de quel côté du portail tu veux te trouver la semaine prochaine », puis elle a raccroché. Quand Amos a lu cette phrase à haute voix, je l'ai imaginé debout près de l'ancien portail de service, écoutant quelqu'un qui n'avait jamais appris la différence entre hériter d'un nom et mériter l'autorité. Priya lui a demandé de passer en revue la liste des actifs conservés avant de répondre à l'évaluateur de Graham Pike. Amos en connaissait déjà la majeure partie par cœur, mais les catégories précises comptaient. Les pieds-mères protégés, les registres d'hybridation, l'équipement sélectionné, les fichiers des variétés sous licence et les fournitures répertoriées restaient la propriété de la fiducie jusqu'à la clôture. La plupart seraient transférés à l'acheteur spécialisé en conservation le 25 avril, le reste serait vendu ou distribué conformément à l'accord. Aucun de ces éléments ne constituait l'héritage personnel de Stéphanie, même si la clause subsidiaire s'était déclenchée. Elle aurait reçu une part du versement final, pas la propriété des actifs d'exploitation de la pépinière. La liste d'inventaire que Stéphanie avait envoyée à l'évaluateur de Graham décrivait ces mêmes actifs comme des biens dont elle aurait bientôt le contrôle. Elle comprenait du matériel de serre, des spécimens matures et des registres d'hybridation sur lesquels elle n'avait aucun droit présent ni futur à donner en garantie. Elle ne s'est pas contentée d'exagérer la valeur de sa part, a dit Priya. Elle a décrit des biens de la fiducie comme s'ils lui appartenaient. J'ai demandé si Graham pouvait saisir quoi que ce soit s'il s'était basé sur cette description. Non. Stéphanie ne peut pas accorder à un prêteur des droits qu'elle ne possède pas. Graham a peut-être un recours contre elle si elle l'a induit en erreur, mais il n'a aucun privilège sur Juniper Val. Amos a refusé l'accès à l'évaluateur et a envoyé à Graham une notification écrite identifiant North Coast à le contact légal. Il n'a accusé personne de fraude. Il a simplement indiqué qu'aucune inspection n'avait été autorisée et qu'aucun créancier ne détenait de droit sur la propriété. La pépinière était protégée. Ma maison, elle, n'était pas encore aussi sûre que je le pensais. Cet après-midi-là, Amos a visionné les images des caméras extérieures de la veille. Judith s'était servie de la clé de secours que je lui avais donnée jadis pour les urgences et était entrée chez moi pendant que j'étais à l'hôpital. La caméra frontale la montrait arrivant seule. 20 minutes plus tard, elle sortait avec un mètre ruban à la main et photographiait la largeur de la porte d'entrée, le tournant du couloir et l'escalier. Il n'y avait pas de caméra dans la chambre d'Ivy. Amos n'en avait jamais installé et je n'en aurais pas voulu. Les images extérieures montraient seulement Judith sortant plusieurs cartons plats de sa voiture pour les transporter dans la maison, puis revenant avec des photos sur son téléphone. Une livraison avait également été déposée dans le garage. Le carton contenait une partie du nouveau bureau que Stéphanie avait commandé. Une étiquette d'expédition en papier à l'extérieur indiquait chambre Caleb. J'ai appelé le serrurier qui était intervenu à la maison après la mort de Thomas. Dès le soir, j'avais désactivé le code d'accès numérique de Judith. Le serrurier a programmé le remplacement du barillet de la porte latérale pour le lendemain après-midi, et Priya a envoyé à Judith et Stéphanie un avis écrit leur signifiant qu'elles n'avaient plus l'autorisation de pénétrer chez moi ou d'en retirer le moindre bien. Je n'ai pas affronté ma mère au sujet des images. Je voulais qu'elle sache que l'autorisation lui était retirée, mais pas à quel point Amos avait accumulé des preuves. Pendant que d'autres sécurisaient les lieux où Ivy pourrait revenir, le traitement continuait sans produire de changement visible. 2 jours après la perfusion, sa fièvre s'était calmée, mais sa fonction cardiaque ne s'était pas améliorée. Les médecins ont ajusté l'assistance, répété les examens et m'ont prévenu que l'absence d'amélioration immédiate ne prouvait pas un échec, tout comme elle ne nous apportait aucun réconfort. Ivy a dormi durant la majeure partie de l'après-midi. Quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé si j'étais rentré à la maison. Non. Amos s'occupe de tout. Ses doigts ont bougé faiblement sur la couverture. Est-ce que ma chambre est toujours là?
La question était si basse que j'ai failli répondre trop vite. Ta chambre est exactement là où tu l'as laissée. Et si je reste ici longtemps? Elle sera toujours à toi. Elle a étudié mon visage comme si les promesses avaient un poids et qu'elle mesurait si la mienne était capable de se soutenir elle-même. Je me souvenais d'un dîner, 2 ans plus tôt, où Judith avait dit que Caleb avait besoin d'intimité parce qu'il était, de la famille, tandis qu'Ivy devait se montrer reconnaissante pour l'espace qu'on lui laissait. Ivy s'était tue. Plus tard, je lui avais dit que grand-mère utilisait des mots démodés et ne pensait pas toujours ce qu'elle disait. Ce souvenir m'est revenu en mémoire, inachevé et amer. Désormais, Ivy n'avait pas seulement peur de mourir, elle avait peur que le monde commence à la remplacer avant même qu'elle ne soit partie. J'ai pris sa main et lui ai dit que personne n'emballerait ses affaires, n'attribuerait son lit ni ne décréterait que sa place dans notre foyer avait expiré. Cette fois, la promesse s'appuyait sur des serrures changées, des avis écrits, des enregistrements conservés et un homme à Juniper Val qui comprenait que monter la garde pouvait être un acte de loyauté. Vers minuit, Priya m'a appelé pour me faire part du premier résultat des recherches concernant Graham Pike. Stéphanie avait signé un protocole de prêt 6 semaines plus tôt. Le prêt n'était pas garanti par Juniper Val, mais elle avait promis un remboursement sur des fonds décrits dans ses propres documents comme « héritage acquis provenant de Juniper Val ». Son droit n'était pas acquis, il n'existait que si Ivy mourait avant le 25 avril. La fausse déclaration de décès n'était pas une idée désespérée née dans un couloir d'hôpital, c'était l'étape nécessaire pour que Stéphanie puisse tenir sa promesse envers son prêteur. Graham Pike a envoyé le dossier de prêt à Priya le lendemain matin. Hélène Carvey l'avait déjà informé que Stéphanie ne détenait aucun droit actuel sur Juniper Val, son équipement ou le paiement final. L'évaluateur de Graham avait failli s'introduire dans une propriété appartenant à une fiducie sur la base d'informations fournies par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire. Fournir ces documents était pour lui le moyen le plus rapide de prouver qu'il s'était fié aux déclarations de Stéphanie plutôt que de participer sciemment à une fraude. Priya m'a appelé depuis son bureau pendant qu'Ivy dormait, le dossier de prêt de Graham confirme que Stéphanie a promis le remboursement sur les $900 000 qu'elle décrivait comme un héritage acquis. La moitié du versement final. Oui. Sauf que sa part n'est pas acquise. Elle n'existe que si Ivy meurt avant le 25 avril. Stéphanie a emprunté sur un décès qui n'avait pas eu lieu. Priya a continué prudemment, il y a autre chose dans la situation financière qu'elle a fournie à Graham. Elle a mentionné un compte de courtage sous tutelle appartenant à Caleb dans les liquidités disponibles de la famille. Je me suis tourné vers le lit d'Ivy. Cela signifie-t-il qu'elle a emprunté en utilisant aussi son argent à lui? Je ne le sais pas encore. Le compte est identifié comme un compte UTMA. Si c'est exact, l'argent appartient à Caleb même si Stéphanie en est la tutrice légale jusqu'à sa majorité. Elle ne peut l'utiliser que pour son bénéfice à lui. Caleb avait 17 ans. Dans moins d'1 an, il serait en âge de voir chaque chiffre que sa mère lui avait caché. Priya ne pouvait pas simplement demander les relevés financiers d'un mineur sous prétexte que sa tante était impliquée dans un conflit de fiducie. Elle a donc contacté Mark, lui disant uniquement que Stéphanie avait répertorié un compte appartenant à Caleb dans une demande de prêt, et qu'il devrait consulter son propre avocat avant de laisser quiconque utiliser ce compte comme garantie familiale. Mark m'a appelé moins de 2 heures plus tard. Sa voix était d'abord contenue, est-ce que Stéphanie a utilisé le nom de Caleb pour quelque chose lié à Ivy? Elle a présenté son héritage attendu comme source de remboursement. Priya m'a dit que le compte sous tutelle de Caleb y figurait également. Elle m'a dit que ce compte était intact. Je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Je ne l'ai jamais vu. Mark a pris une inspiration qui semblait douloureuse, moi non plus. Pas depuis presque 2 ans. Il avait cru que les relevés étaient envoyés par voie électronique à Stéphanie parce qu'elle en avait la garde. Elle lui avait dit qu'elle avait transféré le compte vers une plateforme à moindre frais et que l'argent pour l'université fructifiait. Chaque fois que Caleb l'interrogeait sur les frais de scolarité ou les acomptes, elle lui disait que tout était réglé. Après l'appel de Priya, Mark a contacté la société de courtage et a entamé les démarches de vérification en tant que père de Caleb. La société a confirmé l'existence du compte cet après-midi-là mais a refusé de lui en communiquer l'historique complet. Officieusement, il a engagé un avocat qui a signifié une demande formelle de reddition de compte 48 heures plus tard. Les premiers relevés de transactions sont arrivés. Le compte UTMA avait autrefois contenu plus de $110 000. Au cours des 2 années précédentes, Stéphanie y avait prélevé d'importantes sommes pour les transférer vers son entreprise de conseil universitaire. D'autres retraits avaient servi à payer une carte de crédit personnel,
des taxes foncières impayées et un prêt lié à un véhicule que Caleb n'avait jamais utilisé. Certaines d'entre elles pouvaient légalement être payées depuis un compte de tutelle si elles lui profitaient réellement. Les salaires des employés de Stéphanie n'entraient pas dans cette catégorie. Pas plus que sa carte de crédit ou le coût de maintien de l'image qu'elle vendait aux autres parents. Elle a dépensé son avenir, a dit Mark. Ces mots étaient presque identiques à ce que Judith avait dit à propos d'Ivy, à ceci près que Mark semblait comprendre enfin ce qu'ils signifiaient. Une série de transferts a attiré l'attention de son avocat, plus de 20 000 $ avaient d'abord été versés sur le compte de Judith sous l'intitulé prêt familial. En quelques jours, la majeure partie de cet argent avait rejoint l'entreprise de Stéphanie. Ma mère n'avait pas simplement découvert la crise de Stéphanie dans le couloir de l'hôpital, elle l'avait déjà aidé à la dissimuler. Mark a dit à Caleb uniquement ce que son avocat estimait nécessaire, Stéphanie avait utilisé de l'argent lui appartenant, avait mentionné son compte dans une demande de prêt privé et était impliquée dans une tentative de réclamer l'héritage d'Ivy. Je n'étais pas là quand il le lui a annoncé. Mark m'a appelé après coup parce que Caleb voulait qu'on réponde à une question, et Mark ne savait pas comment y répondre lui-même, avait-elle besoin qu'Ivy meure pour pouvoir me dire ce qu'elle avait fait? J'ai fermé les yeux. Non, ai-je dit. Elle aurait pu lui dire la vérité à tout moment. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Je savais que Caleb demandait si sa mère avait eu besoin de la mort d'un autre enfant pour remplacer l'avenir qu'elle lui avait dérobé. La voix de Mark s'est brisée pour la première fois, il pensait qu'elle l'aidait à postuler pour des bourses parce qu'elle voulait qu'il soit indépendant. Maintenant, il sait qu'elle avait peur que quelqu'un demande à voir le compte. Caleb n'a pas proposé de m'aider à punir sa mère. Il n'a pas réclamé l'argent d'Ivy. Par l'intermédiaire de son avocat et en présence de Mark, il a signé une courte déclaration affirmant qu'il n'avait pas autorisé Stéphanie à l'utiliser dans une demande de prêt, qu'il ne savait rien de la fausse déclaration de décès et qu'il ne consentait pas à recevoir des biens destinés à Ivy. J'ai demandé à Priya de ne pas mettre Caleb en présence de Judith ou de Stéphanie à moins que la procédure légale ne l'exige. C'était un autre enfant dont l'avenir avait été traité comme un outil par les adultes censés le protéger. Je n'allais pas faire de lui mon témoin sous prétexte que sa mère avait fait de lui son excuse. Ce soir-là, les constantes d'Ivy ont cessé de chuter. Le docteur Cham a montré la courbe sans sourire. Sa fonction cardiaque n'avait pas récupéré, mais elle ne s'était pas détériorée au cours des 12 dernières heures. Un médicament soutenant sa tension artérielle avait été légèrement réduit. Est-ce que le traitement fonctionne, ai-je demandé. Il modifie peut-être le processus inflammatoire, a-t-elle dit. La stabilité est encourageante, mais ce n'est pas une guérison. Nous avons besoin de temps. Je me suis accroché à cette nuance. Ivy était toujours gravement malade. Elle avait toujours besoin d'oxygène, d'une surveillance continue et de traitements qui ne pouvaient être interrompus. Je n'ai pas appelé Judith ni Stéphanie. Leur accès aux informations médicales avait pris fin lorsqu'elles avaient transformé le pronostic de ma fille en opportunité financière. Quand Ivy s'est réveillée, elle a remarqué quelque chose sur mon visage, il s'est passé quelque chose? Tes chiffres ne se sont pas dégradés aujourd'hui. Elle a regardé vers le moniteur, on dirait une façon très prudente d'annoncer une bonne nouvelle. C'est la quantité de bonnes nouvelles que nous avons. Elle a accepté cela plus facilement que moi. Après quelques minutes, elle a demandé si Caleb était au courant pour l'héritage. Il sait que son nom a été utilisé dans des affaires pour lesquelles il n'était pas d'accord. Est-ce qu'il aidait sa mère? Non. Son père et un avocat protègent ce qu'il reste et cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Caleb aura des choix à faire, même si ce ne sont pas ceux que sa mère lui avait promis. Ivy a fixé la couverture, je ne veux juste pas qu'il pense que je lui ai pris quelque chose. Ce n'est pas le cas. Sa mère vous a dépouillé tous les deux, de manière différente. Vers le coucher du soleil, Priya m'a transmis un message de Graham Pike. Il avait suspendu tout financement supplémentaire à Stéphanie, mais il avait toujours l'intention de documenter l'état de la propriété qu'elle avait présenté dans son dossier de prêt. Son avocat avait organisé la venue d'une équipe d'inventaire à Juniper-Val pour le matin du 21 avril. Ils avaient reçu pour consigne de ne toucher à rien et de rester à l'extérieur du portail à moins que North Coast n'autorise l'entrée. C'était le matin même où Stéphanie avait réservé l'équipe de transport de la pépinière. C'était aussi le matin où ses déménageurs devaient vider la chambre d'Ivy. Le 7e jour n'était plus seulement une échéance médicale, il était devenu le point de collision de 3 plans distincts autour d'un enfant que tout le monde, hormis moi, traitait déjà comme absente. Le 20 avril après-midi, Priya avait réduit la matinée suivante à un ensemble de règles simples à suivre pour Amos.
Chaque entrepreneur arrivant à Juniper-Val devrait présenter un ordre de travail et signer le registre du portail. Aucun camion ne franchirait l'entrée de service sans l'autorisation écrite d'Hélène Carvet. Rien de ce qui figurait sur la liste des actifs conservés ne pouvait quitter la propriété avant la clôture, pas une plante mère, pas un carton d'archives ni une pièce d'équipement. Amos ne devait pas se disputer, menacer ou encourager quiconque à commettre une erreur. Son rôle était de préserver la limite, pas de tendre un piège. Ma maison exigeait une limite distincte. Priya avait déjà envoyé à Judith et Stéphanie un avis écrit révoquant leur autorisation d'entrée. J'avais changé les codes d'accès numérique depuis l'hôpital, mais la vieille porte latérale utilisait encore une clé métallique. Le serrurier ne pouvait pas remplacer ce barillet avant le lendemain après-midi, et Judith n'avait jamais rendu la clé de secours que je lui avais confiée des années auparavant. Si l'une d'elles utilise cette clé maintenant, ce n'est pas un malentendu familial, a dit Priya. Tu as retiré ton consentement par écrit. Amos appellera la police et n'entrera pas dans la maison seul. Je détestais que ma mère connaisse assez bien la disposition de ma maison pour exploiter une serrure non encore changée. Priya m'a rappelé que le fait de savoir où se trouvait une porte ne donnait pas à Judith le droit de l'ouvrir. Hélène s'est jointe à notre appel de North Coast et a confirmé que la notification de décès initial avait été enregistrée conformément à la politique standard de surveillance des appels de l'entreprise. L'appelante s'était identifiée comme Stéphanie Rowe. Elle avait déclaré qu'Ivy était décédée des suites d'une longue maladie et avait demandé l'ouverture immédiate du dossier de versement pour les bénéficiaires subsidiaires afin que la famille ne manque pas la date de clôture du 25 avril. Ma mère était intervenue dans la conversation avant la fin de l'appel. Hélène ne m'a pas fait écouter l'enregistrement, elle m'a lu le résumé vérifié préparé par l'équipe des fraudes. Judith avait donné son nom complet, confirmé son lien de parenté avec Ivy et déclaré que ma fille s'était éteinte après un déclin long et douloureux. Elle avait ensuite demandé si le versement final pouvait être réorienté sans retarder la transaction de Juniper-Val. J'ai observé Ivy qui dormait à travers la paroi vitrée à côté de la salle de consultation. Sa poitrine se soulevait irrégulièrement sous la couverture tandis que la voix enregistrée de ma mère figurait dans un dossier d'entreprise pour la décrire comme morte. Pouvons-nous leur envoyer l'enregistrement, ai-je demandé. Non, a dit Priya. Nous le conservons. Nous ne l'utilisons pas pour provoquer des aveux ou leur faire peur au point qu'elle détruise autre chose. Elle avait raison, même si une partie de moi souhaitait que Judith entende son propre mensonge tandis que le moniteur d'Ivy résonnait en arrière-plan. L'objectif de Priya était d'arrêter la réclamation, de protéger la propriété et de laisser leur choix parler d'eux-mêmes. La vengeance aurait été plus facile à ressentir, la retenue était plus difficile et plus utile. Hélène a confirmé que North Coast avait gelé la fausse réclamation et y avait joint la preuve qu'Ivy était vivante. L'enregistrement, le dossier notarié, la demande de coursier et la réclamation électronique resteraient confidentielles jusqu'à ce que le fiduciaire et le service juridique décident des prochaines étapes légales. Judith et Stéphanie ignoraient encore tout ce que North Coast avait conservé. Après l'appel, le docteur Shah est entré dans la chambre d'Ivy avec cette expression prudente que j'avais appris à ne pas confondre avec une célébration définitive. Ivy est restée stable assez longtemps pour que l'équipe réduise encore un médicament d'assistance pour sa tension, a-t-elle dit. Ses marqueurs d'inflammation sont également en baisse. Est-elle hors de danger? Hors du déclin immédiat que nous craignions il y a 7 jours. Ce n'est pas la même chose qu'une guérison. Son cœur est toujours affaibli et les prochaines semaines seront cruciales. J'ai regardé Ivy à travers la vitre. Pour la première fois de la semaine, la direction avait changé. Je suis retourné au chevet d'Ivy. Elle était trop faible pour s'asseoir, mais ses yeux m'ont suivi. C'était une bonne nouvelle, a-t-elle demandé. C'était une bonne nouvelle prudente. C'est toujours ton genre préféré. J'ai souri, bien que mon téléphone se soit remis à vibrer avant que je ne puisse répondre. La caméra extérieure montrait Stéphanie utilisant la clé métallique que Judith lui avait donnée. Les deux femmes avaient reçu un avis écrit leur indiquant qu'elles n'avaient plus l'autorisation d'entrer, mais Stéphanie a tout de même déverrouillé la porte latérale. Les déménageurs sont d'abord restés dehors, leur ordre de travail précisait que le propriétaire de la maison avait approuvé l'accès et que la pièce avait été libérée. Amos est arrivé avant qu'il ne transporte les premiers cartons. Je n'ai connu la suite que parce qu'Amos m'a raconté plus tard, les enregistrements des caméras, les déclarations écrites des déménageurs et le rapport de police. Je ne l'ai pas vu se produire, et je ne prétendrai pas le contraire. Amos a dit à l'équipe que je n'avais pas autorisé ce travail. Le chef d'équipe a arrêté ses hommes et a demandé à Stéphanie de me contacter directement. Stéphanie a refusé,
affirmant que j'étais trop instable sur le plan émotionnel pour parler, et a ordonné aux déménageurs de continuer. Amos s'est interposé entre l'entrée et le premier carton vide. Il n'a touché personne. Il leur a dit que la maison était ma propriété privée, que l'autorisation avait été révoquée par écrit et qu'aucun objet ne pouvait être retiré sans mon consentement direct. Judith a dit qu'elle était ma mère et qu'elle possédait une clé depuis des années. Amos a répondu qu'une vieille clé n'était pas une autorisation en vigueur. Stéphanie est montée à l'étage et a essayé d'ouvrir la porte de la chambre d'Ivy. Elle était verrouillée. Elle a exigé que les déménageurs la forcent ou en retirent les gonds. Le chef d'équipe a refusé. Stéphanie a désigné la porte du doigt et a dit « Cette pièce n'a plus de propriétaire ». Amos a alors appelé la police, non pas en raison du conflit d'héritage, mais parce que 2 personnes avaient pénétré dans un domicile privé après révocation écrite et refusé de partir. Les policiers n'ont arrêté personne sur le champ. Ils ont séparé les parties, ont obtenu confirmation par Priya que j'étais la propriétaire, ont examiné l'avis écrit et ont mis fin à tout déplacement de biens. Ils ont récupéré des copies de l'ordre de travail et ont photographié la vieille clé. Judith et Stéphanie ont été escortés dehors tandis que les déménageurs ne repartaient qu'avec les cartons vides qu'ils avaient apportés. Rien dans la chambre d'Ivy n'a été touché. Judith m'a appelé avant que les policiers n'aient terminé leur rapport, sa voix tremblante de fureur, « Tu as laissé un jardinier appeler la police pour ta propre mère. Ils nous ont humiliés devant des inconnus. » J'ai regardé Ivy, qui s'était rendormie avec plus de couleur sur le visage que la veille. « Vous avez dit à des inconnus que ma fille était morte pour pouvoir vider sa chambre, ai-je dit. N'appelle pas ce qui t'est arrivé de l'humiliation. » Judith a commencé à dire que Stéphanie n'avait fait que se préparer, mais j'ai raccroché. Je n'avais pas besoin d'une autre version d'un mensonge déjà conservé dans des formulaires, des enregistrements, des ordres de travail et les mots qu'elles avaient prononcés au portail. Quand Ivy s'est réveillée plus tard, je lui ai dit uniquement ce qu'elle avait besoin de savoir, « Juniper Val est en sécurité. Ta chambre est verrouillée. Personne n'a rien pris. » Est-ce qu'Amos les a arrêtés, a-t-elle demandé. Il a gardé le portail jusqu'à ce que les personnes ayant l'autorité légale puissent faire leur travail. Elle a de nouveau fermé les yeux. Dis-lui merci. Cet après-midi-là, Hélène a envoyé la notification officielle. North Coast avait classé la fausse réclamation de décès car Ivy était vivante et le décès signalé était inexistant. La notification précisait que les droits subsidiaires de Judith et Stéphanie n'expireraient techniquement que si Ivy était encore en vie le 25 avril à 17 h. L'argent n'avait pas quitté la fiducie, mais la réclamation signée, l'appel enregistré et les preuves recueillies ce matin-là n'étaient déjà plus sous le contrôle de ma mère et de ma sœur. Le service juridique de North Coast avait transmis le dossier aux autorités compétentes pour examen. Le 25 avril à 17 h, Ivy était vivante. Elle se trouvait toujours dans l'unité de cardiologie, toujours faible et sous traitement, mais elle avait survécu à la date fixée par la fiducie de Béatrice. North Coast a reçu le dernier versement de la vente de Juniper Val et a transféré les 1,8 million de dollars dans la sous-fiducie protégée créée pour Ivy. Les droits subsidiaires de Judith et Stéphanie ont expiré à ce moment précis. Il n'y a pas eu d'appel à l'émotion, pas de vote familial, pas de possibilité de prétendre qu'elles attendaient un dénouement différent. La condition avait été simple, Ivy devait être vivante à 17 h, et elle l'était. North Coast a convoqué une réunion de règlement confidentiel 3 semaines plus tard, une fois qu'Ivy s'est trouvée assez stable pour que je puisse quitter l'hôpital pendant quelques heures. Priya s'est assise à mes côtés à l'extrémité d'une table de conférence dans les bureaux régionaux de North Coast. Hélène Carvé nous a rejointes avec 2 membres du service juridique de la fiducie. Judith et Stéphanie avaient des avocats distincts. Marc était présent avec l'avocat chargé de sa séparation financière et du compte sous tutelle de Caleb. Amos s'est assis près de la porte avec un dossier contenant les registres originaux du portail. Hélène n'avait besoin de lui que pour confirmer les dates, les signatures, les livraisons et les ordres de travail qu'il avait personnellement reçus. Priya a organisé la réunion autour de 3 questions. La première était de savoir qui avait déclaré le décès d'Ivy. Hélène a projeté la réclamation du 14 avril, le certificat notarié à distance, les registres d'identité et la vidéo de la session enregistrée. L'avocat de Stéphanie a protesté lorsqu'Hélène a qualifié le document de déclaration sous serment, mais le formulaire lui-même stipulait que les 2 signataires avaient affirmé les informations sous peine de parjure. Hélène a ensuite diffusé une partie de l'appel enregistré, assez pour que l'on reconnaisse la voix de Stéphanie déclarant qu'Ivy était décédée et celle de Judith le confirmant. Ma mère a fixé la table pendant que ses propres mots envahissaient la pièce.
La deuxième question était de savoir pourquoi elles avaient eu besoin que cette réclamation devienne réalité. Le protocole de prêt de Graham Pike montrait que Stephanie avait promis le remboursement sur les 900 000 $ qu'elle appelait « héritage acquis ». L'avocat de Mark a posé à côté les relevés du compte UTMA. Les documents montraient l'argent transféré du compte de Caleb vers l'entreprise de Stephanie, ses dettes personnelles et un prêt familial ayant transité par le compte de Judith. La troisième question portait sur ce qu'elles avaient fait avant même qu'un droit n'existe. Amos a confirmé les détails de suivi du colis du coursier, les ordres de travail et les registres du portail qu'il avait personnellement reçus. Une équipe avait été envoyée vers des biens de la fiducie que Stephanie ne possédait pas. Une autre avait été envoyée pour vider la chambre d'Ivy. Le rapport de police établissait que Judith et Stephanie avaient pénétré chez moi après la révocation de leur autorisation. Chaque réponse provenait d'une source différente, mais prises ensemble, elles ne laissaient pratiquement aucune place à une explication innocente. Stephanie s'est penchée vers la table, le médecin avait dit qu'il restait une semaine à la petite. Le docteur Shah avait appelé Ivy, ma fille, chaque fois qu'elle entrait dans la chambre. Stephanie choisissait encore de l'appeler, la petite, lorsqu'elle avait besoin de mettre de la distance. Elle ne t'a pas autorisé à la déclarer morte, ai-je répondu. Je me préparais à ce que tout le monde savait inévitable. Tu as emprunté de l'argent avant le pronostic. Son visage s'est crispé. Stephanie s'est tournée vers Mark, tout ce que j'ai fait, c'était pour Caleb. Son avenir disparaissait et il y avait cet argent là-bas dont Ivy n'aurait peut-être jamais l'usage. L'avocat de Mark a posé les relevés UTMA sur la table. Le compte avait appartenu à Caleb, Stephanie en avait été la tutrice, pas la propriétaire. Les relevés indiquaient des transferts vers son entreprise, sa carte de crédit personnel, des taxes foncières impayées et un prêt automobile. Plus de 20 000 $ avaient transité par le compte de Judith avant de rejoindre celui de Stephanie. La déclaration signée de Caleb ne faisait qu'une page. Il y affirmait qu'il n'avait pas autorisé l'utilisation de son nom ou de ses avoirs sous tutelle dans le prêt de Graham Pike, qu'il n'avait pas eu connaissance de la fausse déclaration de décès et qu'il ne consentait pas à recevoir des biens destinés à Ivy. Il n'était pas dans la pièce. Mark l'avait protégé pour lui éviter d'être mêlé à une confrontation provoquée par des adultes. Stephanie a lu la déclaration à 2 reprises, j'essayais de sauver ses projets d'université, a-t-elle dit. Mark l'a regardé avec une lassitude qui avait remplacé la colère, tu ne les as pas sauvés. Tu as masqué ce que tu avais déjà fait. Judith a fini par prendre la parole, Béatrice s'est montrée impulsive lorsqu'elle a modifié la fiducie. Ivy ne sera peut-être jamais en mesure de se servir de tout cet argent. Stephanie a un fils qui est en bonne santé, capable et qui se prépare pour l'université. C'était encore là, ce calcul derrière chaque parole mielleuse, tu n'as pas vu une enfant mourante, lui ai-je dit. Tu as vu une condition dans une fiducie qui était sur le point de se réaliser. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, j'ai vu une de mes filles sur le point de tout perdre. Tu avais 2 filles dans cet hôpital. L'une d'elles veillait sur son enfant qui se battait pour sa vie. L'autre attendait d'hériter d'elle. Judith s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle avait craint que Stephanie ne perde son entreprise, son mariage et le respect de Caleb. Elle a ajouté que les familles faisaient des choix impossibles lorsqu'elles étaient désespérées. Priya n'a pas discuté sa détresse. Le désespoir pouvait expliquer pourquoi une personne franchissait une ligne, il n'effaçait pas cette ligne ni les actes commis ensuite. Hélène a confirmé les conséquences pour la fiducie, la fausse réclamation était classée, les droits subsidiaires avaient expiré et les 1,8 million de $ avaient été transférés dans la sous-fiducie protégée d'Ivy selon les conditions fixées par Béatrice. North Coast demanderait au tribunal d'imputer les frais raisonnables engendrés par la réclamation matériellement fausse en vertu de la clause de frais de la fiducie. Hélène a bien précisé que c'était le tribunal, et non North Coast, qui déciderait si Judith et Stephanie devaient rembourser ces frais. L'appel enregistré, la réclamation sous serment et les dossiers associés avaient été transmis aux autorités compétentes pour examen. L'intrusion chez moi et la tentative de retrait de biens restaient une affaire distincte. Personne n'a promis d'arrestation, de condamnation ou de peine de prison ce jour-là. Graham avait déclaré Stephanie en défaut de paiement et déposé une plainte civile basée sur les fausses déclarations de son dossier de prêt. L'avocat de Mark avait obtenu une ordonnance d'interdiction financière temporaire dans le cadre de la procédure de séparation, empêchant Stephanie de déplacer d'autres biens matrimoniaux pendant que le tribunal examinait les comptes. La société de courtage avait ouvert une reddition de compte officielle pour les fonds UTMA de Caleb, et Mark réclamait une restitution en son nom.
L'entreprise de Stéphanie n'avait pas disparu du jour au lendemain, elle perdait ses clients à mesure que les requêtes civiles devenaient publiques et que les familles commençaient à réclamer des remboursements. L'entreprise qu'elle avait bâtie en promettant de protéger l'avenir des enfants se voyait désormais sommée d'expliquer ce qu'elle avait fait de l'argent de 2 enfants. L'association de Judith l'avait mise à pied temporairement dans l'attente d'une enquête interne. Le conseil d'administration n'avait pas rendu de décision finale, mais elle ne les représentait plus lors des réunions ni des collectes de fonds. Aucune de ces conséquences ne provenait d'une publication que j'aurais rédigée ou d'une campagne que j'aurais lancée. Elle découlait de formulaires que Judith et Stéphanie avaient signés, d'appels qu'elles avaient passés, d'argent que Stéphanie avait déplacé et de portes qu'elles avaient choisi d'ouvrir. Après la réunion, Judith m'a suivi dans le couloir. « Rebecca, s'il te plaît. J'avais peur que notre famille ne perde tout. » J'ai regardé en arrière, vers la porte fermée de la salle de conférence. Tu as décidé qu'Ivy ne faisait pas partie de la famille tant que sa mort ne pouvait pas vous rapporter d'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as fait. Je suis parti sans offrir de pardon, de discussion future ou de conditions qu'elle puisse remplir pour retrouver un accès à nos vies. La guérison d'Ivy n'était pas une salle d'attente où ma mère pouvait s'asseoir en attendant que la fatigue me pousse à la laisser revenir. Quand je suis retourné à l'hôpital, un kinésithérapeute aidait Ivy à se tenir assise sur le bord du lit. Ses bras tremblaient sous l'effort, et le thérapeute gardait une main près de son épaule sans faire le travail à sa place. Mon téléphone a vibré. Judith m'avait envoyé un dernier message, j'essayais de sauver l'enfant qui avait encore un avenir. J'ai regardé Ivy, qui respirait fort en se tenant droite pendant 5 secondes de plus qu'elle n'y était parvenue ce matin-là. Puis j'ai supprimé le message sans répondre. 5 mois après que ma mère avait commencé à compter les jours menant à la mort d'Ivy, ma fille se tenait au milieu de sa chambre et a sorti son vieux sac de voyage de dessous son lit. Elle était plus mince qu'avant l'hôpital et les médicaments la laissaient fatiguée en début d'après-midi. Elle suivait toujours une rééducation cardiaque 2 fois par semaine, voyait régulièrement le docteur Chat et faisait la majeure partie de son travail scolaire à domicile. Monter les escaliers exigeait une pause sur le palier, mais elle les montait sans que personne ne la porte. Le sac était resté fait dans chaque famille d'accueil avant nous, même après que Thomas et moi l'avions adopté. Ivy l'avait gardé sous le lit avec 2 t-shirts, des chaussettes, une brosse à dents et le petit carnet contenant chaque adresse où elle avait vécu. Elle a ouvert la fermeture éclair et a commencé à en sortir les vêtements. « Est-ce qu'ils te vont encore ?» ai-je demandé. « Plus vraiment. » Elle les a pliés tout de même, puis a posé le sac vide à côté de la porte de la chambre. « Je ne veux plus qu'il soit sous mon lit », a-t-elle dit. Je ne lui ai pas expliqué ce que ce moment signifiait. Elle n'avait pas besoin que j'en fasse un discours. J'ai porté le sac jusqu'au placard de rangement, je l'ai posé sur l'étagère la plus haute et j'ai laissé la porte non verrouillée au cas où elle voudrait le revoir un jour. Rien d'autre dans sa chambre n'avait bougé. Les cartons que Stéphanie avait commandés pour Caleb avaient été retournés au fournisseur. L'entreprise de déménagement avait annulé sa facture après avoir reçu le rapport de police et mon refus écrit pour ce travail. Les livres d'Ivy restaient sur les mêmes étagères. La photo de Thomas se trouvait toujours à côté de sa lampe. Même le crayon qu'elle avait laissé sur son bureau avant l'arrivée de l'ambulance était là où Amos l'avait trouvé. Cet après-midi-là, j'ai conduit Ivy à Juniper-Val pour la première fois depuis son retour à la maison. La vente s'était conclue des mois plus tôt. Le groupe de conservation gérait désormais les serres principales et les bâtiments de multiplication, tandis qu'une petite section de la propriété avait été préservée en vertu de l'accord de Béatrice. Son ancien bureau se trouvait toujours à côté du jardin de démonstration, et plusieurs des pieds-mères qu'elle avait protégés poussaient encore sous les soins du nouveau personnel. Amos y travaillait 3 jours par semaine pendant la période de transition. Nous l'avons trouvé en train de vérifier les vannes d'irrigation près du portail de service, portant la même casquette délavée qu'il portait depuis des années. Ivy s'est avancée lentement vers lui. Amos a remarqué la façon dont elle mesurait chaque pas mais ne s'est pas précipité pour la soutenir. Il a attendu qu'elle ait atteint le banc près du portail, puis s'est assis avec elle comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. « Maman m'a dit ce que tu as fait », a dit Ivy. Amos a jeté un regard vers moi. « Ta maman a l'habitude de rendre le travail ordinaire spectaculaire. Tu les as empêchés d'entrer. » J'ai suivi la liste d'inventaire, vérifié les papiers et gardé le portail fermé quand les papiers étaient faux. Tu as gardé ma chambre aussi. C'était un autre portail. Ivy a souri, merci quand même. Amos a regardé vers les serres. Les gens s'imaginent que la protection consiste toujours à se tenir devant quelque chose. La plupart du temps,
cela consiste à noter la bonne plaque d'immatriculation, à garder un reçu ou à refuser de perdre une clé. Ivy y a réfléchi, Béatrice aurait aimé cette réponse. Elle aurait d'abord corrigé ta grammaire. Le rire qui a échappé à Ivy était discret, mais il ressemblait plus à elle que tout ce que j'avais entendu depuis l'hôpital. Nous avons marché à son rythme dans la section préservée. La pépinière n'appartenait plus à notre famille, mais le travail de Béatrice n'avait pas disparu. Les étiquettes qu'Ivy avait aidé à remplacer lorsqu'elle était enfant étaient toujours fixées sur plusieurs planches de multiplication. Le lieu continuait d'exister sans que Judith ou Stéphanie n'aient besoin de le contrôler. La sous-fiducie protégée aidait déjà à financer les services de rééducation que l'assurance ne couvrait pas entièrement, et avec le retour d'Ivy à l'école, elle lui offrait des choix sans que l'héritage ne devienne une preuve qu'elle avait de l'importance. Béatrice avait choisi Ivy bien avant la vente, la fiducie ou le versement final. L'héritage prenait acte de cette relation, il ne l'avait pas créée. Quand nous sommes revenus à la maison, la voiture de Marc attendait le long du trottoir. Caleb est entré en portant un tube en carton étroit. Stéphanie n'était pas avec eux. Marc avait alors le contrôle temporaire de ce qu'il restait du compte sous tutelle de Caleb pendant que le tribunal examinait les fonds manquants. L'entreprise de Stéphanie avait fermé ses portes après des mois de contrats annulés, de demandes de remboursement, de frais de justice et de clients qui ne lui confiaient plus l'avenir de leurs enfants. La procédure civile de Graham Pike était toujours en cours, le prêt de transition était en défaut de paiement et Stéphanie faisait face à une demande distincte de reddition de compte et de restitution concernant les prélèvements sur le compte UTMA. Aucun juge n'avait mis fin à l'ensemble des litiges par une unique décision spectaculaire. Les conséquences prenaient la forme de dates limites, de dépositions, de factures et de faits qu'elle ne pouvait plus cacher. L'association de Judith l'avait mise à pied temporairement dans l'attente d'une enquête interne. Le conseil d'administration n'avait pas rendu de décision finale, mais elle ne les représentait plus lors des réunions ni des collectes de fonds. Aucune de ces conséquences ne provenait d'une publication que j'aurais rédigée ou d'une campagne que j'aurais lancée. Elle découlait de formulaires que Judith et Stéphanie avaient signés, d'appels qu'elles avaient passés, d'argent que Stéphanie avait déplacé et de portes qu'elles avaient choisi d'ouvrir. Caleb a tendu le tube en carton à Ivy. À l'intérieur se trouvait une copie du plan de la pièce que Stéphanie avait remis à l'entreprise de déménagement. Il montrait les meubles d'Ivy retirés et un nouveau bureau placé sous sa fenêtre. Le nom de Caleb avait été écrit tout en haut. Ça a été trouvé dans les documents que maman a dû produire pour la reddition de compte de l'UTMA, a-t-il dit. J'ai pensé que tu devrais décider si tu voulais le garder ou le jeter. Ivy a étudié le dessin sans le déplier complètement. Est-ce que tu savais pour la chambre? Non. Maman m'avait dit que tu avais proposé de me laisser loger ici si j'allais à Brackenridge State. Ce n'était pas le cas. Je le sais maintenant. Il s'est assis dans le fauteuil à côté de son bureau. Il paraissait plus âgé qu'il y a 5 mois, ou peut-être avait-il simplement cessé de faire confiance aux adultes pour lui cacher les vérités difficiles. Je postule dans 2 universités publiques plus proches de chez papa, a-t-il dit. Je pourrais faire le trajet tous les jours la première année. Il me reste un peu d'argent, et je cherche des bourses et des emplois sur le campus. Tu ne devrais pas avoir à tout réparer seul, a dit Ivy. Je ne suis pas seul. Papa m'aide. Son avocat m'aide. Je voulais juste que tu saches que je n'attends pas après ta fiducie. Ivy a réenroulé le dessin dans le tube, tu ne leur as jamais demandé de faire ça. Non. Alors tu ne me dois pas d'excuses pour ce qu'elles ont fait. Caleb a paru soulagé, mais Ivy ne lui a pas proposé d'argent ni promis de réparer le compte que Stéphanie avait vidé. Elle lui a offert quelque chose de plus honnête, elle l'a dissocié des choix de sa mère sans pour autant prendre la responsabilité de les résoudre. Après le départ de Marc et Caleb, la conseillère d'orientation d'Ivy nous a rejointes par appel vidéo. Elle avait préparé un plan de retour pour le semestre suivant, avec des journées allégées, l'accès à l'ascenseur, des périodes de repos, des consignes d'urgence et l'autorisation d'effectuer certains devoirs à la maison. Le formulaire indiquait également les choix de matière d'Ivy. La conseillère proposait les sciences générales en raison du temps qu'Ivy avait manqué. Ivy a demandé si elle pouvait plutôt suivre les sciences de l'environnement. Elle a aussi choisi un cours d'initiation au design d'espaces qui traitait des pièces, des espaces publics et de l'accessibilité. C'est une combinaison qui peut s'avérer exigeante, a dit la conseillère. Je sais. Nous pourrons faire le point après le 1er mois. C'est tout à fait raisonnable. La conseillère est passée à la dernière page. 2 lignes attendaient au bas de la feuille, l'une pour la signature du parent ou tuteur,
l'autre pour la signature de l'élève. J'ai signé la première ligne, puis j'ai tenu le stylo un instant. Pendant 7 jours, ma mère et ma sœur avaient discuté de l'avenir d'Ivy comme s'il s'agissait d'un bien en attente d'un nom disponible. Elle l'avait déclarée morte, avait divisé son héritage, planifié sa chambre et promis sa place à quelqu'un d'autre. J'ai retourné le stylo et l'ai tendu à ma fille, la ligne suivante est la tienne, ai-je dit. Tu as entendu les options. C'est toi qui choisis. Ivy a lu le plan une fois de plus. Sa main tremblait encore légèrement des suites de ces mois de traitement, elle a donc posé son poignet contre le bureau avant d'écrire sur la ligne marquée signature de l'élève. Elle a écrit Ivy Whittaker en lettres bleues appliquées. Elles avaient fait le compte à rebours jusqu'au jour où son avenir leur appartiendrait. Ivy a signé son nom, et cet avenir lui appartenait.